Chapitre 1. La Garden Fête à Rose Hill. C'était le genre d'après-midi que seul un village anglais pouvait offrir. Le soleil, bien que doux, avait suffisamment réchauffé les pelouses de Rose Hill Manor pour inciter les abeilles à bourdonner nonchalamment autour des rosiers. Un chapiteau blanc, un peu trop grand pour l'occasion, avait été dressé près du terrain de croquet, et des tables garnies de génoises, de petits pains aux graines et des inévitables tartelettes à la confiture attendaient avec impatience sous son ombrage. La fête annuelle du jardin était le grand événement de la saison à Rose Hill, comme elle l'avait été à St. Mary Mead avant la guerre. On y trouvait des stands de marmelade maison, une tombola d'une équité douteuse, et de nombreuses discussions pour savoir qui avait préparé le meilleur biscuit Victoria. L'épouse du recteur présidait avec une efficacité bienveillante, tandis que le vicaire lui-même circulait, serrant les mains et distribuant les bénédictions d'un air vague et distrait. Miss Marple était assise dans un fauteuil en osier au bord de la pelouse, tricotant calmement et observant la scène de ses yeux bleus doux habituels. Elle n'habitait pas Rose Hill depuis longtemps, mais les coutumes d'un village anglais sont partout les mêmes, et elle trouva la petite communauté de Rose Hill aussi intéressante que toutes celles qu'elle avait connues. Après tout, les gens sont les mêmes, où qu'ils soient. Seuls leur nom et leur situation changent. Ses aiguilles cliquetaient doucement tandis que son regard passait d'un groupe à l'autre. Madame Larkin, rouge et triomphante avec son gâteau. Le major Bellingham, retraité des Indes et enclin à parler trop fort de ses aventures. La jeune mademoiselle Greta Hall, complexée et désireuse d'impressionner. Elle remarqua les petites politesses et les petites cruautés. Un regard détourné ici, un mot prolongé là, qui lui en disait bien plus qu'on ne le pensait. C'est pendant l'évaluation des compositions florales, une affaire prise au sérieux par les dames du village, que la première vague de troubles se répandit dans la fête. Un petit terrier, appartenant à Madame Partridge de Willowbrook Cottage, se mit soudain à aboyer furieusement contre la haie, derrière le chapiteau. Non pas un jappement enjoué, mais une alarme aiguë et insistante. « Rover, tais-toi immédiatement !» s'écria Madame Partridge, troublée et tirant brusquement sur la laisse. Mais le chien ne se laissa pas faire. Il se pencha en avant, les dents découvertes, aboyant sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Les rires et les bavardages s'essoufflèrent. Les gens se retournèrent pour regarder. Rien n'est plus perturbant, songea Miss Marple, que l'agitation d'un animal devant ce qui semble n'être rien du tout. Un chien qui aboie après une ombre peut glacer l'esprit le plus rationnel. C'est à ce moment-là qu'un jeune garçon, envoyé sur « Place !» poussa un cri aigu. Le visage pâle, il pointa du doigt derrière la haie. En quelques minutes, plusieurs hommes s'étaient frayé un chemin à travers la verdure. Leurs cris, d'abord confus, résonnèrent avec une alarme évidente. La fête fut oubliée en un instant. Miss Marple se leva lentement, rangeant son tricot dans le petit sac noir qu'elle portait. Autour d'elle, les villageois s'élancèrent, s'exclamant, chuchotant, posant des questions. Elle se déplaçait sans hâte ni lenteur, mais avec son calme habituel, jusqu'à atteindre la brèche dans la haie. Ce qu'elle vit était assez simple. Un homme, immobile, allongé sur la terre meuble sous l'orme. Sa tête était tournée à un angle inhabituel, son col de travers. Même de loin, le silence était évident. Il y eut un halètement, un cri dans la foule. Le recteur se signa précipitamment. Le major Bellingham lança un juron surpris. Madame Partridge serra son chien, qui gémissait maintenant pitoyablement, contre sa poitrine. Le regard de Miss Marple se posa sur la scène avec une gravité tranquille. Elle ne fit pas un pas en avant, ni ne tenta de se rapprocher. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà vu la mort. Et à première vue, ce n'était pas un accident, ni un faux pas, ni un effondrement soudain. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Une fête de village, un chien qui aboyait, et un homme étendu mort derrière la haie. La vie, pensa-t-elle, a une curieuse façon de transformer l'ordinaire en extraordinaire,
et l'extraordinaire en quelque chose de très sombre. Et ainsi, dans la lumière dorée d'un après-midi d'été, les premiers fils d'un nouveau mystère se sont tissés dans le tissu tranquille de Rose Hill. Chapitre 2. Chuchotements au manoir. Le choc qui suit un décès en public n'est jamais uniforme. Il y a ceux qui hurlent et ceux qui fixent du regard. Il y a ceux qui deviennent immédiatement pragmatiques, ramassant des châles et criant au froid. Il y a les rares qui, par habitude ou par entraînement, se mettent rapidement au service de la vie. À Rose Hill Manor, toutes ces variétés se manifestèrent en un clin d'œil. L'un pensa au médecin, un autre à la police. La femme du recteur, avec une présence d'esprit louable, ordonna à 2 guides d'éloigner les plus jeunes de la haie et de les ramener au cocotier. Le thé, ce remède universel, fut prescrit à ceux dont les couleurs avaient décliné. Miss Marple, comme à son habitude dans les moments de confusion, se fit petite et serviable. Elle ne s'immisça pas parmi le groupe d'hommes qui avaient découvert le corps, ni ne dérangea ceux qui s'étaient déjà précipités vers le téléphone dans le hall d'entrée du manoir. Elle prit une dame âgée par le bras et la conduisit jusqu'à une chaise. Elle alla chercher un châle. Elle éteignit une bougie éteinte sur le stand de limonade d'un doigt humide. Doucement, sans faire de déclaration, elle avança, observant tout en marchant. Près de la haie, le petit terrier de Madame Partridge avait cessé ses clameurs et se tenait maintenant, les pattes avant tendues, scrutant l'espace sombre sous l'orne comme si les ombres elles-mêmes devaient être jugées. Ses oreilles se dressaient au moindre mouvement, et lorsque Miss Marple passa, pas assez près pour perturber quoi que ce soit qui pourrait plus tard avoir de l'importance, le chien émit un gémissement sourd et incertain. Elle s'arrêta et baissa les yeux vers lui. « Pauvre petite créature !» murmura-t-elle. « Tu n'aimes pas son odeur, n'est-ce pas ?»« Non. Les chiens l'aiment rarement. » Les hommes, dont le major Bellingham, parlaient à voix basse. Le major Bellingham, d'ordinaire trop robuste pour être à l'aise, avait pris un ton officiel et sec. « Coup de cou, dit-il une fois, puis, après un moment, « maudite affaire. » Un homme plus jeune, au visage lisse et anxieux, M. Clive Denby, le nouvel intendant du manoir, se tordait les mains. Mademoiselle Greta Hall rôdait à l'écart du groupe, pâle d'intérêt et de peur. On l'avait vu plus tôt, riant avec la fanfare de Marleycombe, mais les rires s'étaient vite tus sur la pelouse. Un quart d'heure plus tard, le docteur Leonard Pope arriva, appelé de son cabinet de High Street, son vélo appuyé de façon indécente contre le perron de pierre du manoir. C'était un homme prudent, trapu, dont les cheveux commençaient déjà à repousser, bien qu'il n'eût pas encore 40 ans. Il se pencha, examina les lieux et, avec le temps, se redressa. « Mieux vaut ne pas le déplacer, » dit-il du ton de quelqu'un qui s'efforce de ne pas s'engager. « La police arrive tout de suite. » C'est alors, curieusement, que la vue du mort se fit plus clairement sentir. Auparavant, il n'était qu'une silhouette, une immobilité embarrassante dans l'ombre fraîche de la haie. Maintenant, tandis que le docteur se tenait debout et s'époussetait les genoux, il semblait que tout le monde cherchait simultanément un nom pour lui. Les noms ont leur importance. Une fois donnés, ils fixent la réalité d'une chose. Madame Cresswell, la maîtresse du manoir de Rose Hill, une belle veuve dont la gaieté avait donné à la fête une grande partie de son charme, s'avança après avoir parlé à la femme du pasteur. Elle était calme, malgré une certaine crispation aux commissures des lèvres. « Docteur Pope, » dit-elle doucement, « est-ce que... savez-vous... » « Je crois, » dit le docteur Pope en hésitant, « qu'il s'agit de M. Bernard Holt. » Un léger signe de la main parcourut la foule, un frisson de surprise, aussitôt suivi d'un mouvement de reconnaissance. Bien sûr, Holt, le directeur de la banque de l'agence de Marleycombe et District. On le croisait presque tous les vendredis derrière la cloison polie, un homme soigné à la moustache soignée, dont l'habitude de tapoter son stylo contre son buvard pour réfléchir avait été remarquée par de nombreux déposants. Il était célibataire. Personne n'avait jamais vraiment compris pourquoi, et il avait récemment pris l'habitude de se rendre à vélo à Rose Hill les beaux soirs,
soi-disant pour s'intéresser au compte du club de cricket. « Monsieur Holt ?» répéta mademoiselle Greta Hall en portant la main à sa gorge. « Je l'ai vu. Oh, je l'ai vu il y a à peine 1 heure, près de la tente à thé. »« Vraiment ?» Madame Cresswell lui jeta un rapide coup d'œil. « Que faisait-il, Greta ?»« Rien, absolument rien. Il parlait avec le major Bellingham, » dit Greta en rougissant. « Et, oh, et avec monsieur Denby au sujet des factures pour les réparations du toit. Il riait. Je suis sûr qu'il riait. »« Rire, » répéta le major Bellingham en plissant les yeux. « Je ne sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, mademoiselle Hall. Il y avait une question sur le calendrier de certains paiements, des affaires courantes du comité. » Miss Marple, à l'écoute, retint le détail. Elle avait remarqué, juste avant le cri du chien, un petit groupe près des tables à tréteaux, sous le chapiteau, le major Bellingham, les épaules carrées, monsieur Denby penché, la main de monsieur Holt glissant sur une feuille pliée. Elle avait également remarqué une tache, noirâtre comme du graphite, sur le bord extérieur du pouce droit de Holt. Une trace d'encre peut-être, ou la poussière d'un crayon fraîchement taillé. De petites choses. On ne savait jamais ce qui comptait. Les sirènes ne font pas partie du vocabulaire naturel d'une fête de village. Lorsqu'une demi-heure plus tard, une automobile arborant l'insigne du comté remonta l'allée. Son klaxon retentit 1 fois, sans ostentation. L'inspecteur Harold Graves, un homme soigné, au visage moins jeune que son âge, descendit accompagné de l'agent Drew. Graves observait la scène, les lèvres pincées. Il n'était pas inconnu à Rose Hill. Il avait géré discrètement et efficacement la série de petits vols de l'hiver précédent, et il avait un jour, à Marleycombe, retrouvé un enfant disparu en se souvenant que les garçons de cet âge étaient irrésistiblement attirés par le moulin désaffecté. Il s'adressa d'abord au docteur Pope, puis à madame Cresswell, puis au groupe d'hommes près de la haie. Il s'accroupit, inspecta, se releva. Miss Marple remarqua avec approbation qu'il ne laissait pas son regard s'attarder sur aucun détail, à la manière de ceux qui se décident trop tôt. Il demanda la corde du cocotier et demanda à 2 des guides, accompagnés de leur capitaine, de veiller à ce que personne ne s'introduise dans l'espace. Il s'adressa à la foule avec une politesse grave. « Il y a eu un décès, » dit-il. « Je vous serai reconnaissant de bien vouloir rentrer chez vous et d'éviter toute conjecture, épargnant ainsi le chagrin à ceux qui pourraient être concernés. Nous allons recueillir les noms et les déclarations des personnes présentes. Dr Pope, merci. » La conjecture, autrefois interdite, prend des allures de contrebande et devient donc irrésistible. Les villageois s'éloignaient par 2 ou 3, la tête penchée, la bouche pleine de vie. Miss Marple, attardée près du chapiteau comme indécise quant à une part de gâteau aux graines, captait le sens de leurs paroles comme on capte le parfum des roses dans la brise. « Les directeurs de banque ne se font pas assassiner sans raison, » a déclaré madame Larkin d'une voix qui se voulait douce et défaillante. « Bernard Holt était d'une droiture exemplaire, » déclara le recteur d'une voix suffisamment forte pour porter toute la table. « S'il y a de la méchanceté ici, elle est celle de quelqu'un d'autre. »« Les hommes hétérosexuels sont souvent ceux qui gênent le plus, » dit le major Bellingham d'un ton sombre, en nouant son mouchoir avec une force inutile. « N'y avait-il pas quelque chose ?» s'aventura une jeune mère dont le bébé s'était endormi dans ses bras. « Quelque chose à propos de la sœur de M. Holt ? Je me souviens. Oh, mais peut-être que je me trompe. » Miss Marple prit une serviette et la plia, avec une grande précision, en 2, puis de nouveau en 2. Elle avait rencontré M. Holt à 2 reprises, assez brièvement, et l'avait trouvé poli, d'une manière qu'on appelait autrefois celle d'un gentleman. Elle l'avait aussi, par hasard, croisé 1 semaine plus tôt à la poste, achetant un mandat postal tout en regardant par-dessus son épaule à plusieurs reprises. Pas de peur, non, pas de peur. Une hâte anxieuse. Les gens aux guichets postaux ont souvent cet air. Ils se sentent observés même quand ils ne le sont pas. L'inspecteur Graves fut rapide. Il prit la liste des personnes chargées de l'organisation de la fête. Madame Cresswell, le major Bellingham, Monsieur Denby, l'épouse du recteur, le capitaine des guides,
le trésorier du club de cricket, un certain monsieur Foskett, dont la moustache avait été malheureusement brûlée par le barbecue. Il s'entretint un instant en privé avec Greta Hall, qui secoua la tête à plusieurs reprises, puis parut sur le point de pleurer. Il alla enfin trouver mademoiselle Marple. « Mademoiselle Marple, n'est-ce pas? Je crois que nous n'avons pas eu cet honneur, » dit-il en ôtant son chapeau. « Vous résidez désormais à Rose Hill. »« Depuis quelques mois, » dit-elle d'un ton très doux. « J'étais en visite chez mon neveu à Londres, et j'en avais assez du bruit. Les villages sont apaisants, je me dis toujours, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. » Il sourit malgré lui. « Tu étais assis près de la haie, à quelque distance, » dit Miss Marple. « Mais je regardais, comme on le fait quand on tricote. » Ça occupe les mains et laisse le regard vagabonder. « Avez-vous vu M. Holt passer derrière la haie? » Non. Mais j'ai vu un petit cortège de gens passer parés, là dans la demi-heure qui a précédé, avant l'alarme. M. Denby 2 fois. Il semblait harcelé. Le major Bellingham une fois, marchant d'un pas décidé et revenant sans le vouloir. Mademoiselle Hall qui cherchait peut-être de l'ombre. Et le terrier de Madame Partridge a regardé dans cette direction plus tôt et a grogné. Plus tard, il a aboyé de toutes ses forces. D'après mon expérience, il n'est pas courant que les chiens prennent un arbuste pour un malfaiteur, à moins que l'arbuste n'en cache un. Le regard de Graves s'éclaira. « Tu crois que quelqu'un s'est caché là? »« Je crois, » dit Miss Marple, « que quelqu'un s'est attardé, ce qui est similaire. Il y a une différence entre quelqu'un qui va derrière une haie pour ajuster un bas et quelqu'un qui attend là, à regarder les trous dans les feuilles. L'un sort aussitôt en tirant, l'autre attend que quelque chose se passe. » Il hocha la tête et prit note. « Autre chose? »« Je me demande, » dit Miss Marple pensivement, « si M. Holt avait l'habitude de porter des cols raides par un après-midi comme celui-ci, et si le nœud de sa cravate était de sa main. On voit quand un homme a noué sa cravate lui-même et quand elle a été dérangée. C'est un art que beaucoup de gentlemen maîtrisent mal. » Graves la regarda avec respect. « Vous avez l'œil, Miss Marple. »« Oh mon Dieu, non, » dit-elle, presque troublée. « Juste un souvenir de petites disputes domestiques. C'est surprenant de voir à quel point elles sont souvent à l'origine de problèmes plus graves. » Il la remercia et s'éloigna. Miss Marple resta un instant immobile, regardant l'herbe où le bord du chapiteau projetait une ombre pâle. Elle se baissa et, avec l'air d'une femme récupérant un mouchoir tombé, ramassa sur la pelouse un petit rectangle de carton. Un ticket de tombola, soigneusement plié une fois, puis une deuxième fois. Il y avait une tache grise et brillante sur un coin. Du graphite, pensa-t-elle. Une tache de crayon. Quelqu'un avait écrit à la hâte et appuyé trop fort. Elle a posé le billet sur la table où se trouvaient les billets. En fin d'après-midi, la fête s'était complètement dispersée. Le chapiteau blanc paraissait soudain prétentieux, un invité trop habillé à une fête inopportune. La pluie menaçait à l'ouest, un long et fin voile. Madame Cresswell, qui s'était comportée en hôtesse jusqu'à ce que le devoir lui cède la place en apprenant qu'un décès avait eu lieu sur sa pelouse, s'approcha de Miss Marple et s'assit. Elle ne pleura pas. Elle pressa un carré de lin contre son genou, jusqu'à ce que le tissage s'imprime sur sa peau. « C'est épouvantable, » dit-elle, non pas comme une plainte, mais comme une déclaration sur le temps. « C'est vrai, » approuva Miss Marple. « J'appréciais M. Holt. Il était vif et raisonnable. Il nous aidait à régler les comptes du toit et de la fenêtre est. Il a dit... » Sa voix tremblait. « Il a dit qu'il y avait eu des irrégularités dans les recettes du bal de souscription de l'hiver dernier. Pas de quoi faire un scandale, a-t-il dit. Juste une chose à corriger. »« Ah, » dit Miss Marple, « l'argent est une mauvaise herbe si commune. Il pousse dans tous les parterres. » Madame Cresswell la regarda avec un léger sourire surpris. « C'est bien dit. L'inspecteur Graves a suggéré que, eh bien, que cela pourrait avoir un lien avec la profession de M. Holt. J'ai dit que rien de fâcheux ne se passe à Rose Hill. Ça paraissait absurde. Bien sûr que des choses arrivent. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? »« C'est vrai, » dit Miss Marple,
Et quand on remarque les mêmes mauvaises herbes dans plusieurs jardins, on commence à se demander d'où viennent les graines. Le regard de Madame Cresswell se porta vers la haie. Greta a peur. Elle ne supporte pas la vue du sang. Elle dit avoir entendu une dispute derrière la tente à thé avant le jugement des roses, mais quand je lui ai demandé de qui il s'agissait, elle a secoué la tête et m'a répondu qu'elle n'en était pas certaine. C'est très sage de sa part, dit Miss Marple. La certitude est une chose extravagante. On ne devrait pas s'en procurer sur un coup de tête. Le crépuscule apporta un étrange silence au manoir. La police était partie, laissant l'agent Drew maintenir le cordon. Le pasteur avait prononcé les paroles qui convenaient, puis, prenant son chapeau d'une main respectueuse, s'était éloigné avec sa femme, qui s'était enfin autorisée à pleurer dès qu'ils furent hors de vue. L'orchestre de Marlécombe remplissait ses instruments avec une admirable discrétion. Le terrier, ramené fermement à la maison par Madame Partridge, franchit le cordon avec un regard en arrière et un grognement murmuré, comme s'il refusait encore de quitter l'ombre qui l'avait perturbé. Miss Marple prit le chemin le plus long pour retourner à son cottage, le chemin longeant le pré, puis l'étang où le saule pleureur, fidèle à la tradition anglaise, atteignit un mélodrame qu'il n'avait pas mérité. L'air sentait la terre humide et, vaguement, le charbon de bois. Elle pensa à la moustache soignée de M. Holt, à son stylo bien rangé, à son regard se portant vers la haie, tandis que le soleil déclinait. Elle pensa au petit billet taché, au collier rigide, à l'attention obstinée du terrier. Elle pensa au mot « irrégularité ». À la porte de Willowbrook Cottage, Madame Partridge l'interpella. « Mademoiselle Marple, l'avez-vous jamais fait de votre vivant ?»« Beaucoup de choses, » dit Miss Marple. « Certaines sont indignes d'être mentionnées quand on entend des oreilles. Comment va votre petit chien ?»« Complètement hors de lui, » dit Madame Partridge en baissant la voix, bien que l'allée fût déserte. Il a reniflé ma jupe comme si elle appartenait à un inconnu. Et dans la maison, eh bien vous savez comme il dort sur le paillasson près du poêle. Il s'est réfugié dans l'arrière-cuisine et n'a pas voulu se laisser convaincre d'en sortir. Les chiens le savent, Miss Marple. Ils le font toujours. C'est souvent le cas, acquiesça Miss Marple. Mais ce qu'ils savent ne correspond pas toujours à ce que nous pensons. Dites-moi, votre chien était-il querelleur avec M. Holt ? Dieu merci, non. Il le remarquait rarement. Il aboyait après le boucher, mais c'était à cause de l'odeur de son tablier. Non, ce n'était pas M. Holt qu'il détestait. Je crois... Elle hésita, fronçant les sourcils. Je crois que c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était dans la haie. Rover n'a jamais aboyé pour rien. Miss Marple hocha la tête. Une ombre, dit-elle. Les chiens détestent les ombres quand elles sentent la peur. Madame Partridge la regarda perplexe. Les ombres n'ont pas d'odeur. C'est vrai, dit Miss Marple d'une voix douce. Ils sentent ce qui les a jetés. Elle poursuivit sa réflexion. Dans un autre village, il y a longtemps, elle avait connu une femme de ménage qui avait permis à son neveu de déposer l'argent de la collecte à la banque. Il n'avait pas eu de mauvaises intentions. Il avait emprunté et comptait le rendre. L'emprunt s'était avéré plus important que le remboursement. Elle avait aussi connu, dans un autre endroit encore, une jeune femme qui avait 2 fiançailles à la fois, toutes 2 avec des hommes très honnêtes, expliquant à chacun que l'autre était un cousin. Ce n'était pas des crimes de génie. C'était aussi ordinaire que du lait laissé trop longtemps sur le pas de la porte. Mais les choses hors du commun, sous la pression, acculées, faisaient du mal. Non pas parce qu'ils étaient des démons, généralement, mais parce qu'ils étaient humains. Miss Marple remonta son chemin et entra dans sa petite chaumière. Le hall sentait la cire à la lavande et les vieux livres. Elle posa son chapeau à son crochet et son sac à main sur la petite table où elle le posait toujours. L'habitude, elle le savait bien, est un trésor d'indices. Elle fit bouillir de l'eau pour le thé et, pendant qu'elle bouillait, ouvrit le bureau et en sortit un petit carnet où elle nota des détails domestiques. Prix des œufs, quantité de marmelade et au besoin de simples observations humaines. Elle écrivit alors, d'une écriture soignée, Rover a aboyé contre la haie avant la découverte du corps. Odeur, peur. En dessous de cela, Holt, col de travers. Cravate,
tache de crayon, ticket de tombola plié 2 fois. Elle a ajouté « Une dispute derrière une tente à thé » Greta H. Et après un moment de réflexion, Major B. Promenade délibérée, Denby, 2 fois pour se protéger. Elle ferma le livre et emporta son plateau dans le salon. Il y régnait un silence absolu, un silence qui suit une journée trop chargée de bruit. Dans le chemin, une charrette s'entrechoqua brièvement avant de disparaître. L'horloge de la cheminée fit tic-tac. Elle versa son thé, le laissa infuser, puis, comme elle préférait, le but sans sucre. Le sucre adoucit les mauvaises parties de la langue quand on réfléchit. Le lendemain matin était gris, baigné d'un pâle rayon de soleil, comme une lumière derrière une mousseline. Le village ne parlait guère d'autre chose. À la poste, Miss Marple, postait tôt, entendit 2 femmes derrière elle parler de policiers dans la nuit. Chez le boulanger, la farine montait comme une bénédiction et un murmure à la fois. Le journal, l'hebdomadaire de Marleycombe, n'avait encore rien publié. Les nouvelles arrivent plus lentement lorsqu'elles sont encore en train de se faire chez vous. L'inspecteur Graves arriva à 10 heures. Il apparut à la porte de Miss Marple avec un regard où se mêlaient fatigue et énergie, comme s'il s'était battu sans jamais vraiment gagner. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-il. « Pas du tout, » répondit Miss Marple. « C'est réconfortant d'être utile. » Il s'assit sur sa demande, sur la chaise près de la fenêtre, et prit le thé qu'elle lui servit. Il déclina le petit pain de bain avec un sourire de regret. « Nous avons établi certaines choses, » dit-il. « Elles peuvent changer, mais elles changent toujours avec le temps. Monsieur Holt est mort étranglé. Il y a des marques sur le cou qui correspondent soit à une écharpe, soit à un cordon. Aucune trace d'arme, si tant est qu'on puisse dire. Aucune trace de lutte, à notre connaissance, mais le sol est foulé par les pieds de la moitié du comté. Il a été vu en train de parler à plusieurs personnes présentes à la fête. Madame Cresswell, brièvement, le major Bellingham, Monsieur Denby et Mademoiselle Hall. Miss Marple attendait. La dispute dont Miss Hall a parlé derrière la tente à thé, poursuivit Graves, opposa M. Holt à un jeune homme de Marleycombe, Peter Ray. Employé de banque, M. Ray est parti dans un état lamentable. Il n'est pas rentré chez lui. Les yeux de Miss Marple, ses yeux doux et irrésistibles, se posèrent sur lui. Les jeunes hommes se promènent souvent quand ils sont en colère. C'est vrai, acquiesça Graves. Il leur arrive aussi de commettre des bêtises. Oui, répondit Miss Marple. C'est l'ordre dans lequel les choses se déroulent qui est intéressant. Graves parut légèrement amusé. Vous n'êtes pas favorable à M. Ray pour cela. Je ne favorise personne, dit Miss Marple. Favoriser, c'est pour les marraines. Mais voyez-vous, j'ai rencontré des jeunes hommes qui se disputent avec leurs employeurs en public. Ils le font parce qu'ils sont jeunes, et parce que les disputes publiques sont comme des bals publics. Tout le monde veut les voir. Mais un meurtre se commet en privé. À moins, ajouta-t-elle, d'être vraiment stupide. Graves posa sa tasse. Il y a aussi la question de l'argent. Monsieur Holt avait découvert des manques à gagner sur les comptes de la fête et peut-être à la banque. Rien de prouvé. Une rumeur. Vous savez comment c'est. Oui, oui, répondit Miss Marple, et les rumeurs ont leur utilité. Elles attirent les gens à la rescousse comme les miettes attirent les oiseaux. Il se leva enfin. Si quelque chose vous vient à l'esprit, je n'hésiterai pas, dit Miss Marple. Il y a une petite pensée qui ne mérite guère d'être mentionnée. Il a attendu. Les chiens, dit Miss Marple, n'aboinent pas sur l'argent. Ils aboinent sur les gens. Si le chien aboyait si furieusement sur la haie, c'est parce que la personne derrière lui était familière, connue pour une odeur qu'il détestait ou une peur qu'il sentait. Si M. Ray est un inconnu pour le terrier de Mme Partridge, ce n'est peut-être pas grand-chose. Les petits détails, d'après mon expérience, comptent. Graves hocha la tête. Je vais me renseigner. Après son départ, Miss Marple resta assise un moment sur sa chaise, les mains soigneusement jointes. Elle pensait aux chiens, aux cravates et aux ombres. Surtout, elle pensait à ce mot impoli qui avait glissé à la fête et qu'elle ne pouvait effacer. Irrégularité. C'est un mot qui aime la compagnie. Il attire les autres,
dissimulation, omission, excuse. Dehors, le chemin était calme et étroit. Un chat marchait délicatement le long de la clôture, chaque patte posée avec un soin cérémoniel. Miss Marple l'observa et, avec un léger sourire, se leva pour aller chercher son cardigan. Elle avait décidé d'aller rendre visite, non pas par curiosité mais par bon voisinage, à Madame Partridge et à son chien. Il était bon, avait-elle découvert, de commencer par les créatures qui aboient après les ombres. Elles se trompent rarement sur la présence d'une chose, même si elles ne peuvent en dire le nom. ChatGPT a dit Chapitre 3. Le chien qui ne voulait pas s'installer. C'était une chose curieuse, songea Miss Marple en marchant d'un pas vif le long du chemin menant à Willowbrook Cottage, la rapidité avec laquelle le rythme ordinaire de la vie villageoise reprenait son cours malgré la catastrophe. À la poste, ce matin-là, Madame Briggs avait distribué des timbres comme si le meurtre n'était qu'une averse passagère. Chez l'épicier, la conversation avait tout aussi facilement glissé de « pauvre Monsieur Holt » à « le beurre est plus cher de 3 pence », sans même un souffle. Et pourtant, sous ces eaux calmes, il y avait toujours le courant. Les ragots s'intensifiaient, les spéculations se transformaient en remous. La peur et le plaisir s'entremêlaient indissociablement. Les chiens, cependant, ne reprennent pas leur rythme aussi facilement. Miss Marple le savait pour sa longue connaissance des animaux présents, même de loin, lorsque des ennuis se produisaient. Rover, le petit terrier de Madame Partridge, n'avait pas aboyé pour rien, et Miss Marple comptait bien en savoir plus sur son agitation. Willowbrook Cottage était l'une de ces demeures aux toits de chaume, chères aux cartes postales, avec ses roses grimpant sur la treille et ses lavandes bordant l'allée. Madame Partridge elle-même était une femme exigeante, portée par les cols de dentelle et les opinions tranchées, mais fondamentalement bienveillante. Elle ouvrit la porte avec une expression qui trahissait à la fois la joie d'une visite et l'anxiété de discuter de ce qui la pesait. « Ma chère Miss Marple, c'est très gentil de votre part, » s'exclama-t-elle. « Entrez, je vous prie. Je préparais justement du thé. Bien sûr, on ne se sent pas à la hauteur en ce moment, mais on le prépare toujours comme il faut. » Miss Marple reconnut que le thé était indispensable en toutes circonstances. Elles s'installèrent dans le petit salon, Rover au pied de Madame Partridge. Il ne se recroquevillait pas de contentement, comme on pourrait s'y attendre d'un chien à la maison, mais se redressait d'un bond, les oreilles frémissant au moindre bruit. « Voyez-vous, Miss Marple, » dit Madame Partridge d'une voix basse, « il n'est plus lui-même. Hier soir, il n'a pas voulu se reposer. Il a marché dans l'arrière-cuisine jusqu'au petit matin. Je lui ai donné du lait, un biscuit, rien ne l'a calmé. Il est allé à la porte encore et encore, en gémissant, comme si quelque chose d'affreux l'attendait dehors. » Miss Marple se pencha vers Rover, qui la regardait avec des yeux brillants et incertains. Elle lui tendit la main, paume vers le bas, le laissant renifler. Le petit chien la lécha une fois, timidement, puis émit un grognement sourd, non pas dirigé vers Miss Marple, mais vers le coin sombre sous le buffet. Son corps tremblait sous l'effort de se retenir. « Mon Dieu !» murmura Miss Marple. « Il a une très bonne mémoire, je crois. Les chiens sont comme les humains. Ils se souviennent de ce qui les a perturbés, même s'ils ne peuvent pas nous le dire avec des mots. » Madame Partridge secoua la tête. « C'est étrange. Il ne s'est jamais comporté comme ça. Et quand l'agent est venu poser des questions ce matin, oh, mademoiselle Marple, vous auriez dû le voir se hérisser, comme s'il soupçonnait le pauvre homme de tous les péchés du calendrier. » Le tricot de Miss Marple reposait sur ses genoux, mais son esprit travaillait sans relâche. S'en prenait-il uniquement à l'agent Drew, ou a-t-il montré la même chose à d'autres? Seulement pour lui, admit Madame Partridge à contre-cœur. Mais j'ose dire que c'est simplement l'uniforme. Rover n'a jamais été friand de casquettes et de matraques. Miss Marple hocha la tête, mais ses pensées se tournèrent vers elle-même. Un uniforme pouvait certes perturber un petit chien, mais elle doutait que cela explique tout. Ils parlèrent quelques minutes des habitudes de Rover, son penchant pour la chasse aux poules, son aversion pour les motos, sa dévotion curieuse pour le laitier.
Miss Marple écoutait, tirant de ses broutilles une idée de ce qui lui était naturel, et donc de ce qui ne l'était pas. Enfin, elle se leva. « Vous êtes très aimable de m'accueillir, Madame Partridge. Je ne vous dérangerai pas davantage, mais je me demande, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si Rover pourrait m'accompagner jusqu'à la maison. Une petite promenade pourrait le calmer. » Madame Partridge était tout à fait disposée à le faire. En effet. Peut-être que l'air lui fera du bien, mais ne le laissez pas vous déranger, Miss Marple. Il tire, vous savez. Rover ne tira pas. Il trotta aux côtés de Miss Marple, aussi docile qu'un agneau, jusqu'à ce qu'ils atteignent le tournant qui menait au manoir de Rose Hill. Là, soudain, il se raidit. Son corps se tendit, sa queue tomba et ses oreilles se dressèrent vers la haie, qui portait encore les traces du piétinement. Bien que la police ait enlevé le corps, l'endroit resta entouré de cordons, l'agent Drew montant la garde solennellement. Rover grogna, bas et féroce, un son trop grave pour sa gorge étroite. Ses yeux ne se fixèrent pas sur la haie, mais sur le gendarme lui-même. « Alors, qu'est-ce que tu fais » marmonna Drew en s'agitant, mal à l'aise. « Éloigne cette bête, mademoiselle. » Miss Marple esquissa un petit sourire d'excuse. Les chiens sont des créatures si particulières. Ils développent parfois de violentes aversions, parfois de manière tout à fait déraisonnable. Peut-être qu'ils n'apprécient pas le cirage de vos bottes. Mais le grognement de Rover en disait long. Miss Marple se pencha et le prit dans ses bras, le petit corps raide. Elle émit un son apaisant, mais son regard, doux et pensif, se posa un instant sur le visage de l'agent. Lorsqu'elle ramena Rover à Willowbrook Cottage et le rendit à Madame Partridge, le petit chien sembla se détendre. Il lécha la main de Miss Marple avec une tendresse surprenante avant de se retirer sur son tapis. En rentrant seule chez elle, Miss Marple réfléchissait. Ce n'était pas qu'elle soupçonnait l'agent Drew de meurtre, même si la nature humaine, elle le savait, pouvait surprendre à tout moment. C'était plutôt que le chien avait appris à associer l'agent à la terreur de la haie, comme si, dans son esprit canin, les deux étaient alliés. Peut-être Drew avait-il été le premier à s'approcher du corps. Peut-être Rover avait-il flairé l'ombre de la peur qui planait sur lui. Pourtant, c'était curieux, et d'après l'expérience de Miss Marple, les curiosités étaient rarement dénuées de sens. Dans son chalet, elle a noté une note dans son petit carnet. Rover inquiet, surtout avec l'agent Drew. Association avec Hay, à suivre. Le lendemain matin, le village fut saisi par un nouveau scandale. Le jeune Peter Ray, employé de banque, avait été retrouvé à la gare de Marleycombe, prêt à prendre le premier train pour Londres. Il portait une valise préparée à la hâte, et, selon des témoins, son expression était celle d'un homme cherchant désespérément à s'échapper. La police l'arrêta pour suspicion de meurtre. En milieu de matinée, le village bourdonnait plus bruyamment qu'une ruche en été. L'affaire semblait réglée. Querelle avec son supérieur, fuite, capture. Aux yeux du commun des mortels, c'était la simplicité même. Mais Miss Marple, se versant une modeste tasse de thé, secoua la tête. C'était tout simplement trop simple. Chapitre 4. Un suspect très commode. L'arrestation du jeune Peter Ray était, dans l'opinion du village, la chose la plus naturelle au monde. Il s'était disputé publiquement avec Bernard Holt. Il avait tenté de quitter le district à l'aube, sa valise sous le bras. On savait en outre qu'il vivait un peu au-dessus de ses moyens, bien que les salaires des employés de bureau autorisent rarement beaucoup d'indulgence. Pour les habitants de Rose Hill, ces éléments suffisaient à tisser un filet dont personne ne pouvait s'échapper. Lorsque Miss Marple se rendit à High Street ce matin-là, elle trouva le bureau de poste déjà animé par le brouhaha. Madame Briggs disait à la femme du pasteur que c'était une grâce d'avoir réglé l'affaire si vite, tandis que Miss Greta Hall, pâle et plutôt dramatique sous son plus beau chapeau, déclarait à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours soupçonné Peter Ray de malhonnêteté. Miss Marple, debout silencieusement derrière un monsieur qui réclamait des timbres de sixpence, absorbait chaque mot. Elle observait aussi les expressions singulières qui se lisaient sur les visages des auditeurs. Soulagement, satisfaction, et même une légère déception que le mystère soit résolu avant même d'avoir commencé. Les gens,
songea-t-elle, apprécie l'orage tant qu'il reste à bonne distance. Une fois la foudre tombée, ils préfèrent un ciel à nouveau dégagé. L'inspecteur Graves, cependant, semblait moins satisfait lorsqu'il arriva au cottage de Miss Marple plus tard dans la journée. Il accepta son thé d'un hochement de tête lasse et resta debout près de la fenêtre, les bras croisés, comme s'il hésitait sur la quantité à partager. « J'ai pensé que vous souhaiteriez le savoir, mademoiselle Marple, » dit-il enfin. « Nous avons Wray en garde à vue. Il nie, bien sûr. Il dit s'être disputé avec Holt, certes, mais seulement à propos d'irrégularités sur les comptes bancaires. Il prétend que Holt l'a menacé de licenciement. Il insiste sur le fait qu'il est allé à Marlaycombe consulter un oncle au sujet d'un emploi à Londres. »« Un oncle ?» demanda doucement Miss Marple. « Un avocat à la retraite, » répondit Graves. « Je le confirmerai. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser, Miss Marple, que c'est trop soigné, trop pratique. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est un sentiment qui mérite d'être entendu, inspecteur. La vie est rarement facile, à moins que quelqu'un ne l'ait arrangée pour qu'elle le paraisse. » Graves fronça les sourcils et passa une main dans ses cheveux. « Il y a des détails qui ne vont pas. D'abord, le cordon. Ce n'était pas une corde ordinaire, plutôt le cordon d'un sac. Étroit, lisse. Si c'était Wray, où l'a-t-il trouvé ? Il n'en avait pas en sa possession lors de son arrestation. « En effet, » dit Miss Marple, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. « Et les jeunes gens, lorsqu'ils se disputent, étranglent-ils leurs supérieurs derrière des haies lors de fêtes ? C'est très violent, très désespéré. Le plus souvent, ils claquent les portes, crient ou écrivent des lettres indignées qu'ils regrettent plus tard. Les meurtres sont généralement commis par ceux qui ont beaucoup à perdre, inspecteur, et non par ceux qui ont peu à gagner. » Graves la regarda d'un air sévère. « Tu penses que Wray est innocent ? » ?»« Je pense, » dit Miss Marple d'un air doux, « que sa culpabilité nous est présentée avec une telle netteté qu'elle invite à la méfiance. Quand un chemin est balayé avec trop de soin, on se demande qui a pris la peine de le faire. » L'inspecteur réfléchit en silence. Il était venu, soupçonnait-elle, moins pour informer que pour écouter. Il y avait en lui une humilité rare chez les policiers, une volonté d'entendre ce que les autres remarquaient. Après son départ, Miss Marple mit son tricot de côté et ouvrit son carnet. Elle écrivit « Peter Wray, trop pratique, cordon inhabituel. D'où vient-il ?» Et en dessous, « Irrégularités financières, liées à la fête et à la banque. Qui en profite ?» Cet après-midi-là, elle se rendit à Marlaycombe, sous prétexte de rendre visite à sa couturière. Chemin faisant, elle passa devant la banque, un élégant bâtiment en briques aux plaques de laiton poli. Ses portes étaient déverrouillées, les stores à moitié tirés. Pourtant, elle aperçut à l'intérieur la silhouette de M. Foskett, le trésorier du club de cricket, qui discutait à voix basse avec un autre homme. La moustache de Foskett, récemment roussie, tressauta d'agitation. Il ne la vit pas, mais le regard de Miss Marple, bien que vague, ne manqua rien. Plus tard, de retour à Rose Hill, elle s'arrêta au jardin du presbytère, où Greta Hall aidait à la préparation des fleurs. Les mains de Greta tremblaient en coupant les roses, et son regard se perdait dans l'allée comme si elle attendait quelqu'un. « Quelle horreur, Miss Marple !» dit-elle vivement en la voyant. « J'ai du mal à dormir rien qu'à y penser. Mais Dieu merci, la police a arrêté le coupable. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur son visage. « Vous êtes bien sûre qu'ils l'ont fait ?» Greta hésita, le rouge lui montant aux joues. « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» « C'est juste que cette certitude est un lourd fardeau pour une jeune femme si frêle, » dit gentiment Miss Marple. « Mieux vaut ne pas porter plus que ce que l'on peut supporter. » Elle continua son chemin, laissant Greta la regarder, pâle une fois de plus. Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait derrière les saules au bord de l'étang, Miss Marple était assise dans son salon, son tricot posé. Les petites observations de la journée s'entremêlaient dans son esprit comme des fils. Un chien qui refusait de se calmer, un commis trop commode, un cordon trop particulier, une jeune femme trop avide de croire, et toujours au centre, le visage serein de Bernard Holt, banquier, homme ordonné, et maintenant
un cadavre dont la mort perturbait bien plus que la simple fête du village. Miss Marple croisa les mains. Elle ignorait encore qui l'avait tué, mais elle était certaine d'une chose. Peter Ray n'était pas l'homme. Chapitre 5. Des contes et des irrégularités. Le lendemain, une bruine tomba, de celles qui s'infiltrent dans le col et assombrissent le moral, mais qui ne dispensent jamais vraiment de porter un parapluie. Miss Marple, cependant, considérait que c'était une excellente matinée pour une visite. Le temps humide rend les gens réceptifs. Ils sont plus enclins à discuter quand le jardin ne peut être entretenu et que le linge doit rester non essoré. Elle commença à Rose Hill Manor, sous prétexte de s'enquérir de la santé de Madame Cresswell. La maîtresse de maison la reçut avec une grâce lasse. Ses beaux yeux, encore beaux sous leurs ombres, trahissaient un esprit agité. « C'était affreux, Miss Marple, affreux, dit-elle en la pressant contre un siège près du feu. Et sur ma pelouse, en plus. L'inspecteur Graves a été très prévenant, mais bien sûr, il y aura des discussions. Il y en a toujours. »« C'est vrai, » dit Miss Marple d'un ton placide en acceptant sa tasse de thé. « Mais il ne faut pas oublier que les paroles s'écartent souvent de la vérité, et parfois s'en rapprochent. » Madame Cresswell soupira. « Si seulement le pauvre monsieur Holt n'avait pas été si pointilleux. Il était toujours penché sur les chiffres. Il m'a confié, confidentiellement bien sûr, que le bal de l'hiver dernier n'avait pas été équilibré. Quelques livres par-ci par-là. J'imagine que ce n'était qu'une erreur de calcul. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. Et pourtant, les erreurs ont tendance à se multiplier, n'est-ce pas? On essaie de les corriger, et puis, oh là là, il y en a d'autres. Madame Cresswell parut troublée. Il a dit avoir trouvé quelque chose de similaire dans les livres du club de cricket. Monsieur Foskett a été très offensé lorsqu'on l'a laissé entendre, mais Monsieur Holt a insisté pour tout vérifier lui-même, et il l'a fait très minutieusement, je crois. Miss Marple repensa à la trace de graphite sur le pouce de Holt. Elle l'imagina penché sur des registres, un crayon à la main, scrutant minutieusement des colonnes de chiffres. Un homme soigné, elle pensait, qui ne supportait pas le désordre dans les sommes. Après quelques questions plus polies, sans vouloir alarmer personne, Miss Marple prit congé et se dirigea vers High Street. À la banque, les stores furent de nouveau levés, bien que l'atmosphère fût pesante. Monsieur Pritchard, le directeur adjoint, la salua poliment, mais son regard se porta nerveusement vers le bureau. « J'ai été tellement choquée d'apprendre la nouvelle de Monsieur Holt, » dit-elle d'un ton très doux. « Quelle perte pour le village !»« En effet, » répondit rapidement Pritchard. « Un homme des plus estimables, tout à fait irremplaçable. Nous faisons de notre mieux pour nous en sortir en son absence. » Miss Marple laissa son regard dériver. Derrière le comptoir, les employés s'affairaient, mais le rythme de leurs stylos était irrégulier, distrait. Une jeune cliente chuchota à une autre, jetant un regard nerveux vers la porte du bureau. L'air était lourd, la conscience que quelque chose clochait. « J'espère vraiment, » ajouta doucement Miss Marple, « qu'il n'y aura pas de difficulté avec les comptes. Monsieur Holt a été très diligent. » Pritchard rougit. « Naturellement, tout est en ordre, parfaitement en ordre. » Ce qui, pensa Miss Marple en faisant sa retraite polie, était précisément l'assurance que l'on donnait quand il n'en était rien. Sa visite suivante fut celle du major Bellingham, qui habitait une maison carrée en briques à la sortie du village, dont le jardin de devant était orné d'arbustes qui suggéraient des exercices de parade. Le major, bien que se déclarant haut et fort consterné par le crime, semblait moins ébranlé que revigoré. « Trop mauvais spectacle, Miss Marple, trop mauvais, » tonna-t-il. « Mais ce Ray est sous les verrous, et à juste titre. Un jeune gaillard impétueux. Il se dispute avec Holt en public, puis file en trombe. C'est clair comme de l'eau de roche. »« Vraiment ?» répondit poliment Miss Marple. « Pourtant, parfois, la lumière du jour nous aveugle sur ce qui se cache dans l'ombre. » Bellingham la regarda d'un air sévère. « Que voulez-vous dire, madame ? » ?»« Seulement, » dit Miss Marple avec un léger tremblement, « les apparences peuvent être trompeuses. Par exemple, j'ai entendu dire que M. Holt examinait les comptes de certains villages. Un travail fastidieux,
et pourtant si nécessaire. Espérons qu'il n'a pas trop dérangé les autres par sa minutie. Le major toussa, son teint rouge devenant plus foncé. Holt était un peu difficile, c'est vrai, mais s'il fouinait, c'était dans sa nature. Je le lui ai dit moi-même. Trop s'intéresser aux centimes fait oublier les livres. Enfin, il n'y a pas de mal. Miss Marple sourit doucement. Ah, mais parfois, les pièces de monnaie peuvent faire du mal, Major, surtout quand elles ne sont pas à leur place. Il se déplaça mal à l'aise, marmonna quelque chose à propos de rapports à rédiger, et la conduisit à la porte avec une hâte inhabituelle. En revenant sous la bruine, Miss Marple songea que Bernard Holt, avec son attitude calme et tatillonne, avait suscité plus de mécontentement qu'on ne l'imaginait peut-être. Des comptes en suspens, des irrégularités découvertes, des pièces de monnaie disparues ici et là, chaque détail en soi, mais suffisamment conjugué pour troubler la surface paisible de la respectabilité villageoise. Dans son chalet, elle écrivait dans son carnet « Holt ». Enquête sur les fonds de la fête, le club de cricket, le bal. Irrégularité, fil conducteur. Qui en profite? Qui s'en offusque? Elle posa sa plume en soupirant. Le meurtre, elle le savait, naissait rarement de grandes passions. Il résultait le plus souvent de petites tromperies, aggravées jusqu'à devenir insupportables. Et lorsque quelqu'un comme Bernard Holt insistait pour révéler ses tromperies au grand jour, l'ombre ne tardait pas à riposter. Dehors, la pluie crépitait sans discontinuer. Miss Marple enroula son châle autour de ses épaules et contempla l'âtre. Quelque part dans le village, pensa-t-elle, une âme effrayée espérait que l'arrestation de Peter Ray mettrait fin à tout. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. La véritable histoire ne faisait que commencer. Chapitre 6. Le deuxième choc. Le lendemain matin, la bruine s'était dissipée, laissant Rose Hill lavée et luisante, même si l'air était imprégné de cette âpreté particulière qui évoque des secrets fraîchement effacés, mais non effacés. Les villageois commençaient déjà à se lasser de la nouveauté du meurtre. Ils aspiraient désormais à une résolution claire et nette, et l'arrestation de Peter Ray semblait le leur promettre. Pourtant, un courant incessant couvait sous la surface. On le sentait à la façon dont les voix baissaient à la mention de certains noms, ou à la façon dont les rideaux se trémoussaient, un peu plus souvent que d'habitude. Miss Marple, qui écrivait une lettre à son neveu Raymond, s'arrêta au faible bruit de pas pressés dans l'allée. Un instant plus tard, Greta Hall franchit précipitamment le portail du jardin sans même frapper. Ses joues étaient rouges, ses mains serrées et ses yeux remplis de détresse. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle. « Il s'est encore produit quelque chose d'horrible. Venez, je vous en prie, venez immédiatement. » Calmement, Miss Marple plia sa lettre, la posa soigneusement sur le bureau et se leva. « Maintenant, ma chère, dit-elle doucement, calme-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. »« C'est Monsieur Denby, l'intendant, » haleta Greta. « Ils l'ont trouvé, dans la bibliothèque du manoir, effondré, et on dirait du poison. Le manoir de Rose Hill, autrefois théâtre de fêtes et de gaieté, avait désormais un air de siège. Les domestiques chuchotaient dans les coins, et Madame Cresswell, pâle mais posée, les dirigeait avec une efficacité tranquille. Dans la bibliothèque, l'inspecteur Graves se tenait près de Clive Denby, affalé sur une chaise près du feu, le visage gris, un verre à moitié vide à côté de lui. Le docteur Pope se pencha sur le corps, l'air grave. Il est vivant, mais à peine. Il faut l'emmener à l'hôpital Marleycombe immédiatement. Je soupçonne une forte dose de digitaline ou quelque chose de similaire. Très curieux, en effet. L'inspecteur Graves marmonna quelque chose, puis se retourna brusquement lorsque Miss Marple entra, accompagnée de Greta. « Miss Marple, vous arrivez au moment les plus étranges. On ne peut pas s'empêcher d'être là où on a besoin de soi, » dit-elle doucement. « Est-il conscient? Non. Il ne le sera pas avant un certain temps, voire pas du tout. Le médecin dit que ce n'était pas un accident, du poison mêlé à son cognac. Il était dans la chambre à peine une demi-heure avant d'être découvert.
Le regard de Miss Marple parcourut la bibliothèque. Une carafe de cognac était posée sur la table d'appoint, accompagnée de 2 verres, l'un intact, l'autre portant la trace collante d'une main pressée. Des papiers jonchaient le bureau, des registres ouverts sur lesquels défilaient des chiffres en rangées bien nettes. Elle se pencha délicatement pour regarder. Un registre était marqué Rose Hill Cricket Club, abonnement et dépenses. Un autre portait le titre reçu de bal paroissial Hill. Semblait que Denby avait continué le travail de Holt. Madame Cresswell entra, son sang-froid commençant à s'effriter. Inspecteur, c'est épouvantable. 2 incidents pareils, si rapprochés. Que dira-t-on de Rose Hill? Ils diront, madame, répondit Graves d'un ton sombre, qu'il y a quelque chose de pourri à Rose Hill, et que M. Holt n'était pas le seul à l'avoir découvert. Miss Marple se redressa, son regard pensif posé sur le verre intact à côté de la carafe. « Ce n'est donc pas du poison pour tous, » murmura-t-elle. Graves se tourna vers elle. « Que veux-tu dire ? Si M. Denby buvait seul, c'est que quelqu'un ne voulait que lui faire du mal. Mais s'il y avait eu 2 verres, on pourrait se demander s'il était vraiment la victime visée. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous croyez que la mort de Holt et ceci sont liés ?» Miss Marple joignit les mains d'un air réservé. « Je serais très surprise qu'il ne le soit pas. 2 hommes, tous 2 comptables, tous 2 fouillant peut-être un peu trop assidûment dans des affaires que d'autres préféreraient laisser de côté. Et maintenant, tous 2 frappés. Le hasard, inspecteur, est une plante qui pousse rarement dans un sol aussi fertile. » Le chariot de l'hôpital arriva pour Denby, laissant la bibliothèque dans un silence gêné. Grave congédia l'agent de garde, puis s'attarda, son regard parcourant les registres avec insatisfaction. Des chiffres, des données, des reçus, murmura-t-il. Holt et maintenant Denby. C'est comme si quelqu'un voulait effacer les archives en effaçant les hommes qui les tenaient. La voix douce de Miss Marple résonna à ses côtés. « Oui, inspecteur. Mais vous vous souviendrez que le papier brûle bien plus facilement que les gens ne meurent. Réduire un homme au silence n'est pas le moyen le plus simple de faire taire une somme, à moins, bien sûr, qu'une autre raison, plus personnelle, ne le rende dangereux. » Graves la regarda d'un air sévère. « Tu as quelque chose en tête ? » ?»« Oh non, » dit-elle placidement. « On ne remarque que de petites tendances. J'ai remarqué par exemple que le major Bellingham s'intéressait de près au compte du club de cricket et que la jeune Miss Hall semblait plus agitée qu'une simple voisine. Quand on s'empresse, que ce soit pour condamner ou pour excuser, c'est souvent par peur. Ce soir-là, la rumeur se répandit à Rose Hill que Denby était entre la vie et la mort. Certains y voyaient la preuve que Ray avait des complices, d'autres soutenaient que le pauvre employé avait agi seul et que Denby avait simplement eu la malchance de boire de l'eau-de-vie empoisonnée destinée à un autre. Dans son cottage, Miss Marple écrivait dans son carnet « Denby empoisonné »,« brandy, 2 verres, registre, club de cricket, danse, lien dégagé. Qui craignait le plus d'être découvert ? » Elle posa sa plume et contempla le crépuscule. Un chien avait aboyé après des ombres. Un banquier bien rangé était mort. Maintenant, un intendant gisait empoisonné parmi des livres de comptes. Le motif, bien qu'encore flou, commençait à prendre forme. Et Miss Marple, avec son regard doux et son tricot silencieux, comptait bien le voir clairement avant qu'une autre ombre ne tombe. Chapitre 7. Les secrets sous la surface. Rose Hill avait l'air d'un village s'efforçant de paraître normal. Le lait était livré, les pains du boulanger disposés en rangées soignées, la postière insistait toujours pour avoir la monnaie exacte. Et pourtant, il suffisait d'écouter chez l'épicier pour entendre la vérité. Chaque murmure, chaque voix basse, chaque regard vers la porte trahissait que l'ombre du meurtre planait encore lourdement. Ce n'étaient pas seulement les morts, ou les quasi-morts, qui les troublaient, songea Miss Marple en marchant dans le chemin. C'était l'idée que de telles choses surgissaient de leur sein même. Un meurtre dans une grande ville pouvait être expliqué par des actes commis par des inconnus.
Un meurtre dans un village devait être commis par quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un dont on admirait les roses, ou dont on avait poliment mangé la génoise, ou dont on avait serré la main à l'église. Miss Marple choisit soigneusement sa prochaine visite. Elle avait observé, lors de la fête, Greta Hall rôder autour de M. Holt et de M. Denby, toujours avide d'être remarquée, toujours un peu trop attentive. Et Greta avait été la première à arriver à son cottage avec la nouvelle de la mort de Denby. Miss Marple pensa que cet empressement méritait d'être examiné. Greta la reçut dans le petit salon qu'elle partageait avec sa mère veuve, absente ce matin-là. La pièce portait l'empreinte indéniable d'une jeune femme aux aspirations démesurées, coussins aux couleurs vives, magazine de mode, la photo d'une idole matinale posée en évidence sur la cheminée. « C'est très gentil de votre part, Miss Marple, » dit Greta, les mains crispées sur ses genoux. « Je suis complètement hors de moi. Un meurtre et maintenant du poison, ici à Rose Hill. C'est à rendre complètement fou. » Miss Marple la regarda avec douceur. « C'est troublant, c'est sûr. Mais parfois, l'agitation ne vient pas seulement de la peur, mais de ce qu'on sait et ne peut pas dire. » Les yeux de Greta vacillèrent. « Oh, mais je ne sais rien. Juste que j'ai déjà vu M. Holt parler au major Bellingham avant que ça arrive. Et M. Denby, il avait l'air si malade quand on l'a sorti. Je ne l'oublierai jamais. » Miss Marple ne dit rien, continuant simplement à tricoter. Le silence, elle le savait, était souvent plus puissant qu'une question. Effectivement, Greta se pencha en avant au bout d'un moment, la voix basse. « Je suppose que je peux vous faire confiance, Miss Marple ? Tout le monde dit que vous remarquez des choses. »« On essaie, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Eh bien, je vais vous le dire. Monsieur Holt m'a parlé un jour, par hasard, vous comprenez, de certaines sommes manquantes dans les comptes de la fête. Il a dit qu'il soupçonnait M. Denby d'avoir été négligent, voire pire. Et puis, après la mort de M. Holt, M. Denby est venu me voir et m'a supplié de ne pas répéter ce que j'avais entendu. Il a dit que cela le ruinerait si cela se savait. Il avait l'air terrifié. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « C'est très intéressant, ma chère. Et vous n'en avez parlé à personne ?» Greta secoua vivement la tête. « Bien sûr que non. Seulement, enfin peut-être que Madame Cresswell l'avait deviné, car elle m'a demandé un jour si M. Holt s'était confié à moi. Mais je n'ai rien dit. J'ai préféré ne rien dire. »« Très sage, » dit Miss Marple. « Et vous êtes bien sûr que M. Denby vous a demandé de garder le silence après la mort de Holt ? » ?»« Oui, dès le lendemain. » Miss Marple rangea l'information comme un point de suture. Greta en avait dit plus qu'elle ne le pensait. Denby avait craint d'être exposé. Mais le poison, était-il destiné à le faire taire, ou l'avait-il retourné contre lui-même plutôt que d'affronter la honte ? L'inspecteur, elle le savait, envisagerait les deux possibilités. Sa visite suivante fut chez M. Foskett, trésorier du club de cricket. Il vivait dans une maison soignée, sa moustache aussi raide que les géraniums de sa jardinière. Il reçut Mlle Marple poliment, quoiqu'avec une pointe d'irritation d'être dérangé. « Oui, une affaire épouvantable, » dit-il vivement. Mais Holt était trop indiscret, et Denby ne valait pas mieux. Il fouillait dans des chiffres qui ne les concernaient pas. J'ai tenu les comptes du club pendant 10 ans, et je n'ai jamais eu à m'en plaindre jusqu'à présent. Pourtant, si des erreurs étaient à trouver, vous souhaiteriez qu'elles soient corrigées, j'en suis sûr, dit doucement Miss Marple. « Des erreurs ? Des broutilles !» s'exclama M. Foskett. « Des sous hors de propos, rien de plus. Et si Holt voulait faire des montagnes de taupinières, il n'est pas étonnant qu'il se soit fait des ennemis. » Miss Marple le regarda avec un léger intérêt. Les ennemis sont des créatures curieuses. Ils naissent parfois, non pas de ce que l'on fait, mais de ce que l'on sait. Foskett rougit et marmonna quelque chose à propos d'une réunion de comité. À son retour à son cottage, Miss Marple avait rassemblé quelques informations. Holt avait été minutieux, Denby nerveux, Foskett sur la défensive, Greta effrayée. Et au cœur de tout cela, l'argent disparut. Elle apprit ses notes. Denby implora Greta de se taire.
Foskett en colère, les livres remis en question. Cresswell au courant. Puis elle en ajouta une autre. Si Holt en voyait trop, à qui profitait son silence? Si Denby aussi, pourquoi le réduire au silence? À moins que... Elle posa son stylo, le regard pensif. Un meurtre, elle le savait, n'est souvent pas le fruit d'une seule peur, mais de plusieurs, mêlées. À Rose Hill, l'enchevêtrement commençait à se faire sentir. Chapitre 8. Fils dans le net. Le village, en apparence, avait repris ses habitudes. Le drapier exposait de nouveaux chapeaux, les enfants répétèrent des cantiques pour le dimanche, et le ronronnement d'une tondeuse à gazon provenait du jardin de M. Jenkins. Mais Miss Marple savait que sous ce calme apparent, les nerfs étaient à vif. Les gens évitaient la haie près du manoir de Rose Hill. Ils baissaient la voix quand le nom de Holt était prononcé, et lorsque Greta Hall passait dans le chemin, les têtes se tournaient brusquement, car elle avait été bien trop près des deux tragédies. Miss Marple, quant à elle, continuait comme d'habitude. Rendre visite à ses voisins, tricoter avec assiduité, faire de petits commentaires apparemment sans conséquence. Pourtant, discrètement, elle commençait à tâter les fils de la toile du village, tirant ici et là pour voir lesquels se resserreraient et lesquels s'effilocheraient. Son premier test fut une remarque glissée à l'oreille de Madame Larkan chez l'épicier. « J'ai entendu dire, dit-elle doucement en examinant un chou, que M. Holt s'apprêtait à faire une annonce concernant les comptes de la fête avant... Eh bien, avant le terrible incident. Ça aurait fait grand bruit. » Le soir venu, la remarque avait fait le tour du village, et le lendemain matin, le major Bellingham se montra d'une brusquerie inhabituelle, déclarant à qui voulait l'entendre « Holt ne m'a jamais rien dit d'irrégularité. Quelle absurdité !» Sa véhémence révéla à Miss Marple précisément ce qu'elle souhaitait savoir. Le major craignait d'être démasqué. Son deuxième test fut Greta. Miss Marple, venue sous prétexte de rendre un livre emprunté, déclara d'un ton détaché. « L'inspecteur Graves pense que M. Denby pourrait être suffisamment rétabli pour parler. Quel soulagement ce sera d'entendre son récit. » La main de Greta tremblait si violemment que la tasse de thé s'entrechoquait dans sa soucoupe. Son visage perdit toute couleur. Guéri, mais ils ont dit qu'il était mourant. Elle se reprit, forçant un rire. Bien sûr que ce serait un soulagement. Espérons qu'il se souviendra clairement. Miss Marple ne répondit pas, se contenta de sourire gentiment et de demander un autre morceau de sucre. Mais dans sa tête, elle écrivit un mot. Greta redoute le rétablissement de Denby. Pourquoi ? L'inspecteur Graves, quant à lui, semblait de plus en plus troublé. Un soir, il rendit visite à Miss Marple, les épaules lourdes. « Le problème, mademoiselle Marple, dit-il, c'est que le village a déjà déclaré Ray coupable, et il refuse d'entendre le contraire. Pourtant, je ne peux me défaire de l'impression que quelqu'un nous dirige tous, présentant Ray comme un bouc émissaire alors que la véritable cause reste cachée. Vous avez tout à fait raison d'être inquiet, inspecteur, dit doucement Miss Marple. Un crime trop bien ficelé a souvent des contours flous. Ce sont ces contours qu'il faut chercher. Il soupira. Si Denby meurt, nous ne saurons jamais ce qu'il a découvert. Et s'il survit, certains pourraient en souhaiter qu'il soit réduit au silence une seconde fois. Miss Marple inclina la tête. Alors il serait sage de veiller non seulement sur M. Denby, mais aussi sur ceux qui prétendent se soucier de sa guérison. Parfois, la main qui lisse l'oreiller a d'autres objectifs. Le lendemain, Miss Marple fit sa propre petite expérience. Elle invite Madame Partridge et Rover, bien sûr, à prendre le thé dans son salon. Tandis qu'elles sirotaient à leur tasse, Miss Marple sortit un mouchoir noué avec une cordelette étroite. « Une des guides a oublié ceci, je crois, » dit-elle d'un ton léger. Cela m'a rappelé la description que l'inspecteur Graves avait faite de la cordelette qui avait étranglé le pauvre M. Holt. À la vue du cordon, Rover se raidit et grogna du fond de sa gorge. « Madame !» Partridge s'exclama et tenta de le faire taire, mais le poil du chien se hérissa comme s'il reconnaissait un vieil ennemi. Miss Marple lui caressa la tête. « Ah, tu t'en souviens. Les chiens n'oublient pas ce genre de choses. »
Elle rangea à nouveau le cordon, constatant avec satisfaction que Rover se détendit aussitôt. « C'est vraiment remarquable, » murmura-t-elle. « Il associe la corde à la haie et à la peur. C'est un souvenir utile, Madame Partridge. » La pauvre femme avait l'air déconcertée, mais Miss Marple se contenta de sourire sereinement et offrit un autre petit pain de bain. Ce soir-là, dans son cottage tranquille, Miss Marple serra son carnet contre elle. Sa liste indiquait désormais Major Bellingham, colère, attitude défensive, irrégularité financière. Monsieur Foskett, fanfaronnade, possible pénurie dans les fonds des clubs de cricket. Greta Hall, Denby terrifié pourrait parler. Pourquoi? Madame Cresswell, conscient des irrégularités, mais le rôle n'est pas clair. Peter Ray, trop pratique, trop simple. Et en bas, elle a écrit cordon, brandy, livre de compte. Pas des accidents, mais des silences délibérés. Elle tapota son stylo pensivement. Encore un coup sur le filet, elle pensait. Et nous verrons qui lutte. Chapitre 9. Un piège de mots. Les jours qui suivirent la chute de Denby apportèrent un étrange silence à Rose Hill. Les villageois continuaient leurs activités habituelles, mais une sorte d'écoute régnait dans l'air, comme si chaque haie, chaque poteau de portail attendait la prochaine révélation. À la poste, les conversations s'interrompirent brusquement à l'entrée de l'inspecteur Graves. Au cimetière, Madame Briggs insista sur le fait que justice avait déjà été faite, même si son regard se posa nerveusement sur le major Bellingham. Pendant ce temps, Miss Marple préparait discrètement un petit piège. Non pas physique, elle n'avait aucun goût pour le mélodrame, mais un piège de mots, de suggestions, de remarques soigneusement formulées qui inciteraient les coupables à se trahir. Sa première occasion se présenta au thé du presbytère. Madame Cresswell, le major Bellingham et monsieur Foskett avaient tous été invités par l'épouse du pasteur, convaincus que rassembler les gens dans un esprit chrétien guérirait les blessures du village. Mademoiselle Marple, assise dans un fauteuil modeste près de la fenêtre, tricotait pendant que les autres discutaient. La conversation, comme elle s'y attendait, s'est rapidement tournée vers Denby. « On me dit, » dit gravement Madame Cresswell, « qu'il est entre la vie et la mort. Le pauvre homme. Cela paraît si cruel. »« Cruel ?» grogna le major Bellingham. « Faible constitution, c'est tout. Il ne supportait pas l'alcool. S'il avait confié ses comptes à des mains expertes, il ne s'en serait pas plus mal sorti. » Miss Marple leva les yeux avec douceur. « Et pourtant, Major, il pourrait se rétablir. L'inspecteur Graves a dit hier encore que les médecins espéraient qu'il parlerait à nouveau. » Il y eut un silence, bref mais révélateur. Greta Hall, inhabituellement silencieuse, prit une brève inspiration. Foskett renversa une cuillerée de sucre sur la nappe. Le visage rougeau du major Bellingham se colora avant qu'il n'aboiement. « Absurde. Cet homme est fini. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient paisiblement, mais dans sa tête, elle notait chaque réaction, aussi soigneusement que si elle faisait le compte. Plus tard, lorsque la réunion se dispersa, Miss Marple réussit à rentrer chez elle à pied aux côtés de Greta. La nervosité de la jeune fille était si évidente que même ses gants tremblaient lorsqu'elle les lissait. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « vous semblez inquiète. Nous traversons tous une période difficile, mais ne vous laissez pas dominer par la peur. » Greta déglutit difficilement. « C'est juste que je ne supporte pas le suspense, Miss Marple. Si M. Denby se rétablit, tout finira par éclater, n'est-ce pas? »« C'est possible, » répondit doucement Miss Marple. « Et pourtant la vérité est souvent moins terrible qu'on ne l'imagine. Les secrets, une fois révélés, perdent beaucoup de leur pouvoir. » Greta lui jeta un regard noir, comme pour protester, mais se ravisa. Elle s'éloigna précipitamment au tournant, laissant Miss Marple l'observer avec une compassion silencieuse. Ce soir-là, l'inspecteur Graves revint. Il semblait fatigué, mais déterminé. « Denby est toujours en vie, » rapporta-t-il. « Les médecins pensent qu'il pourrait reprendre connaissance d'ici un jour ou deux. Entre-temps, j'ai examiné les registres sur lesquels Holt et Denby travaillaient.
Il y a clairement des déficits, mademoiselle Marple. Des cotisations perçues mais non comptabilisées, des dépenses gonflées. Cela pointe directement vers Foskett, le trésorier du club de cricket. Miss Marple posa son tricot. C'est très utile, inspecteur. Mais dites-moi, est-ce que ça pointe droit ou trop droit? Graves fronça les sourcils. Tu crois que c'est une diversion? Je pense, dit doucement Miss Marple, que le véritable coupable a pris grand soin de laisser une trace qui le mène loin de lui, ou d'elle-même. Holt a découvert plus d'une série d'irrégularités. Si toute la faute incombe au pauvre monsieur Foskett, qui est peut-être plus négligent que criminel, on peut se demander à qui profite un tel arrangement. Graves hocha lentement la tête. Et vous? Vous avez quelqu'un en tête? Miss Marple esquissa un léger sourire. Oh, inspecteur, je ne suis qu'une vieille femme qui remarque les choses, mais je crois que très bientôt le coupable se trahira. Un mot dit trop vite, un geste trop fort. Il suffit d'écouter. Cette nuit-là, Miss Marple ajouta une dernière ligne à son carnet. Préparez un autre. Test. Mentionnez à nouveau la guérison de Denby en public. Observez attentivement qui ne le supportera pas. Elle plia le livre, le posa soigneusement près de sa lampe et retourna à son tricot. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre que quelqu'un y pénètre. Chapitre 10. Le filet se resserre. L'occasion se présenta plus tôt que Miss Marple ne l'avait prévu. L'Institut des femmes tenait sa réunion mensuelle dans la salle paroissiale, et bien que le sujet de la soirée fût une conférence sur la conservation des fruits, le véritable sujet, comme elle le savait bien, serait le meurtre. Tout le monde était présent. Madame Larkin avec son panier de tricot, Madame Briggs et sa langue acérée, Greta Hall, pâle et inquiète, Madame Cresswell, posée mais vigilante, et même le major Bellingham, qui déclara qu'il serait maudit si les femmes s'amusaient à bavarder sans lui. Miss Marple était assise à sa place habituelle, au calme, près du poêle. L'air sentait les manteaux humides et le thé infusé. Elle écoutait les bavardages, d'abord à voix basse, puis à voix haute, jusqu'à ce que Madame Briggs déclare enfin « Si le jeune Ray n'est pas coupable, alors je mange mon chapeau. Je m'enfuis à Londres, vraiment. C'est une preuve suffisante. » Plusieurs dames hochèrent la tête, tandis que Greta tordait ses gants si fort qu'ils semblaient sur le point de se déchirer. C'est alors que Miss Marple, comme distraitement, laissa tomber sa remarque. « Oh, mais je croyais que vous étiez tous au courant. Monsieur Denby devrait se rétablir. L'inspecteur Graves pense qu'il pourra peut-être donner son témoignage d'ici quelques jours. » L'effet fut immédiat, comme une pierre jetée dans un étang. Il y eut un bruit sec lorsque M. Foskett, arrivé tard et se tenant au fond, laissa tomber son parapluie. Les yeux de Mme Cresswell se plissèrent presque imperceptiblement. Mais le plus frappant fut Greta. Elle poussa un petit cri, à moitié étouffé, et son visage se vida de ses couleurs. « Je dois y aller », balbutia-t-elle en se levant si précipitamment que sa chaise racla le sol. « Je ne vais pas bien. » Le major Bellingham la saisit brutalement par le bras. « Du calme, ma fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as peur de ce que Denby va dire ?» Les yeux de Greta s'écarquillèrent de panique, et Miss Marple crut un instant pouvoir parler. Mais elle se libéra, murmura une excuse pour son malaise et s'enfuit du couloir. La pièce bourdonnait comme une ruche dérangée. Madame Briggs se pencha en avant avec empressement. « Eh bien, si ce n'est pas suspect, je ne sais pas ce que c'est. » Miss Marple se contenta d'un léger sourire et reprit son tricot, malgré ses pensées agitées. Greta cachait quelque chose, certes, mais était-ce son secret à elle seule, ou celui de quelqu'un d'autre? Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Graves alla trouver Miss Marple. Il avait entendu parler, bien sûr, de la scène survenue dans le hall. « Vous les testiez, » dit-il à moitié accusateur, à moitié admiratif. « Il faut parfois remuer le pot, » répondit Miss Marple. « Le goût est autrement trop fade pour être distingué. » Il sourit malgré lui. « Et quel goût as-tu senti ?» Miss Marple croisa les mains. « La peur, inspecteur. Pas seulement la culpabilité, mais la peur d'être démasquée. Miss Hall sait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir.
et peut-être a-t-elle été persuadée de garder le silence par quelqu'un de plus fort qu'elle. Graves fronça les sourcils. « Tu veux dire Bellingham ?»« C'est possible, » dit Miss Marple. « Il a l'air de commander, et elle l'air de quelqu'un qui obéit. Mais les apparences sont trompeuses. Il faut être vigilant. La vérité éclatera comme toujours, souvent au moment le plus inattendu. » Ce soir-là, seule dans son cottage, Miss Marple examina les pièces du puzzle. Holt avait été réduit au silence, Denby presque. Tous deux avaient découvert des irrégularités dans les comptes. Greta tremblait à l'idée du rétablissement de Denby. Le major Bellingham fanfaronnait trop fort, et derrière eux, Madame Cresswell, gracieuse et posée, observait avec un calme calculateur. Miss Marple a écrit dans son carnet « Pas un seul secret, mais plusieurs. » Greta en sait plus qu'elle n'ose le dire. Il faut la faire parler avant qu'il ne soit trop tard. Elle ferma le livre et le posa près de sa lampe. Le filet se resserrait. Bientôt, pensa-t-elle, quelqu'un lutterait trop fort contre lui et se révélerait enfin. Chapitre 11. Ce que Greta savait. Le lendemain de la réunion de l'Institut, le jour se leva clair et froid, baigné d'un pâle soleil sur les champs. Miss Marple, se levant plus tôt que d'habitude, enfila ses chaussures robustes et son châle, car elle avait décidé de rendre visite à Greta Hall. Il était temps, pensa-t-elle, de se parler en privé, loin des regards et des oreilles du village. Greta vivait avec sa mère veuve dans une maison étroite en bordure de la prairie. Madame Hall était chez le boucher lorsque mademoiselle Marple arriva, la laissant seule. Elle ouvrit la porte avec hésitation, le visage pâle, les yeux cernés par une nuit blanche. « Mademoiselle Marple, » dit-elle faiblement, « je ne m'attendais pas à... » « Ma chère, » interrompit doucement Miss Marple, « puis-je entrer? Il fait si froid ce matin, et j'ai marché plus que je n'aurais dû. » Greta ne put refuser. Elle la conduisit dans le salon, où un petit feu fumait faiblement. La pièce était en désordre, avec un châle jeté négligemment sur une chaise et une tasse de thé sale sur la table. Greta elle-même était assise, les poings serrés, évitant le regard de Miss Marple. Miss Marple, se calmant, commença à tricoter avec son calme habituel. « J'étais inquiète pour vous hier soir. Vous avez semblé très angoissée lorsqu'on a évoqué le rétablissement de M. Denby. » Greta eut un rire nerveux. « J'étais juste faible. J'ai une constitution si fragile, tu sais. »« Ma chère enfant, » dit Miss Marple avec gentillesse, « j'ai vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la faiblesse et la peur. C'est la peur qui vous a saisi, et la peur, lorsqu'elle est supportée seule, devient très pesante. » Les yeux de Greta se remplirent soudain de larmes. « Oh, Miss Marple, je ne peux pas le supporter. Si les gens savaient ce que j'ai vu... » « Alors, dit doucement Miss Marple, vous feriez peut-être mieux de me le dire. Ce n'est peut-être pas aussi terrible que vous l'imaginez. Les secrets ont tendance à se révéler s'ils sont gardés secrets. » Greta hésita, se tordant les mains. Finalement, d'une voix tremblante, elle murmura « J'ai vu le major Bellingham avec M. Holt, derrière la haie. Ils se disputaient violemment. Holt tenait un papier à la main, des chiffres, je crois, et le major a essayé de le lui arracher. Holt a refusé. Puis, j'étais si effrayé que je me suis enfui. Et après, quand j'ai appris la mort de Holt, j'ai pensé... » Elle s'interrompit en sanglotant. Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Tu pensais que le major l'avait tué? »« Oui, » murmura Greta. « Et puis M. Denby m'a parlé, me suppliant de ne rien dire. Il a dit que cela ruinerait le major, ruinerait le village, nous ruinerait tous. Il a dit que Holt s'était trompé, que ce n'était qu'une petite irrégularité, rien de grave. Mais je savais, oh je savais, qu'il avait peur. » Le regard de Miss Marple était à la fois bienveillant et perçant. « Et vous avez donc gardé le silence. » Greta hocha la tête, lamentablement. « J'avais peur du major Bellingham. Il a un tel caractère. Et si M. Denby disait que tout allait bien, que pouvais-je faire? Mais quand vous avez dit hier soir que M. Denby pourrait se rétablir... Oh, mademoiselle Marple, s'il parle, et s'il disait que je les ai vus, et si le major... » Elle s'interrompit.
Frissonnante, Miss Marple reprit son tricot. « Ma chère, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste malgré elle. Vous devez dire à l'inspecteur Graves ce que vous avez vu. Ce n'est peut-être pas aussi concluant que vous le pensez, mais c'est un morceau de vérité. Et la vérité, comme la lumière, devient plus forte lorsqu'on la partage. » Greta s'accrocha à sa main. « Tu seras avec moi? Tu ne les laisseras pas. »« Je serai avec vous, » promit Miss Marple. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Graves et lui rapporta le récit de Greta, avec sa prudence habituelle, protégeant la jeune fille des soupçons les plus graves. Graves écouta attentivement, les sourcils froncés. « Alors, dit-il lentement, Bellingham s'est disputé avec Holt à propos de chiffres. Holt est mort. Denby peut être complice, supplie Greta de se taire. Puis Denby lui-même est empoisonné. La situation commence à devenir inquiétante. Peut-être, dit doucement Miss Marple, mais il faut être prudent. Une querelle n'est pas un meurtre. Et le poison, vous vous en souviendrez, est l'arme des secrets, pas des fanfarons. Tu veux dire que Bellingham fanfaronne trop pour utiliser du poison? Exactement, dit Miss Marple, les yeux pétillants. C'est contraire à son caractère. La nature d'un homme en dit souvent plus que ses paroles. Pourtant, la peur de Greta est sincère, et son récit est vrai d'une certaine manière. Mais qu'elle ait tout vu, ou seulement une partie, c'est une autre histoire. Graves se pencha en avant. Et à votre avis, Miss Marple, quel est l'autre aspect? Miss Marple plia soigneusement son tricot. La partie qu'elle n'a pas vue, inspecteur. La partie qui s'est produite après sa fugue. Ce soir-là, dans sa chaumière, Miss Marple était assise près du feu avec son carnet. Elle écrivait « Greta, voyant la querelle, s'enfuit. Bellingham violent, mais le poison ne lui convient pas. Denby complice. Foskett toujours inexpliqué. Cresswell calme, trop calme. » Puis elle ajouta « Le tueur se cache derrière la fanfaronnade et la peur. Il faut regarder à qui profite le silence, pas seulement à celui qui s'est disputé. » Elle ferma le livre et le reposa, l'air pensif. Le motif était presque terminé. Encore un ou deux fils tirés, et tout allait se défaire. Chapitre 12. Un indice dans le grand livre. L'inspecteur Graves se rendit au cottage de Miss Marple le lendemain matin, apportant une petite pile de papier ficelé. Son attitude était vive, mais son regard trahissait la fatigue. Il avait passé une grande partie de la nuit à l'hôpital de Marlaycombe, à surveiller Clive Denby. « Il est toujours en vie, » dit Graves sèchement en s'installant dans le fauteuil indiqué par Miss Marple. « Les médecins disent mais qu'il pourrait guérir, ou pas. En attendant, j'ai ceci. Les notes de Holt et les registres de Denby. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. » Miss Marple accepta le paquet d'une main douce, comme s'il s'agissait d'un paquet de laine. « Vous êtes très aimable, inspecteur. Il faut être prudent avec les chiffres, bien sûr. Ils peuvent faire trébucher si on n'y prête pas attention. » Graves sourit faiblement. « C'est ce que j'espérais. J'avoue ne pas être très doué avec les chiffres, mais j'ai le sentiment que Holt voulait laisser une trace, si seulement on pouvait la suivre. » Après le départ de Graves, Miss Marple se prépara une théière et étala soigneusement les papiers sur sa table. Ses lunettes sur le nez. Elle se pencha pour les étudier. Les livres de comptes eux-mêmes ne laissaient rien paraître au premier abord. Des colonnes bien nettes de souscriptions et de dépenses, et quelques annotations de la main soignée de Holt. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que les irrégularités se trouvent rarement dans les sommes elles-mêmes, mais dans les schémas qui les sous-tendent. Elle a tracé une ligne avec son doigt. Rose Hill Cricket Club, équipement, 12 livres 10 shillings. Quelques pages plus tard, le même article réapparaissait. Équipement, 12 livres 10 shillings. Mais l'écriture était différente, moins précise, avec un trait plus épais. Miss Marple sourit légèrement. Une duplication, accidentelle ou intentionnelle. Holt, supposa-t-elle, l'avait remarqué. Plus loin,
Dans les comptes de la fête, elle découvrit une autre curiosité. Parmi les dépenses pour le chapiteau, la fanfare et les prix, il y avait un paiement pour rafraîchissement, 8 livres sterling. Ce montant était barré, réécrit en 18 livres sterling. L'encre était maculée, le chiffre forcé dans la marge. Miss Marple pinça les lèvres. Holt avait dessiné un petit point d'interrogation à côté. Elle se rassit, les doigts croisés. Des écritures en double, des dépenses gonflées. Rien de grandiose, rien d'audacieux, juste le siphonnage lent et silencieux de petites sommes, espérant que personne ne le remarquerait. Mais Holt l'avait remarqué, et Denby aussi, soupçonnait-elle. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit au manoir, où Madame Cresswell la reçut avec son calme habituel. La maîtresse de maison était pâle, mais ses manières étaient vives. « Mademoiselle Marple, dit-elle, quel bonheur de vous avoir parmi nous. Je vous assure que si je dois encore entendre Madame Briggs me raconter une seule spéculation, je deviendrai folle. » Miss Marple sirotait son thé tranquillement. « Oui, les gens parlent. Mais les paroles, je trouve, révèlent souvent plus que le silence. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire que le club de cricket avait été très extravagant ces derniers temps. Nouvelles battes, nouveaux moignons, nouveaux uniformes. » Le sourire de Madame Cresswell ne faiblit pas, mais une lueur passa dans ses yeux. « Les garçons sont toujours des garçons, Miss Marple. Vous savez comment ils sont, à leur jeu. »« En effet, dit Miss Marple, même si j'ose dire que 12 livres pour des battes, c'est plus que ce que la plupart des garçons trouveraient raisonnable. » Madame Cresswell reposa sa tasse avec un peu trop de force. « Je ne peux pas me prononcer sur les comptes, bien sûr. C'était le domaine de M. Holt et de M. Denby. »« Tout à fait, » répondit doucement Miss Marple. « Et tous deux, vous vous en souviendrez, ont malheureusement subi un préjudice. » Madame Cresswell rougit légèrement, puis se leva avec un sourire poli. « On se promène dans le jardin, Miss Marple ?» Il fait étouffant à l'intérieur. Tandis qu'elle marchait parmi les rosiers, Miss Marple observait son hôtesse avec une attention discrète. Sous ce calme apparent, une certaine tension se dégageait. Les mains de Madame Cresswell s'agitaient sans cesse. Ses yeux se posaient sur les fenêtres du manoir, comme si elle craignait d'être entendue. Miss Marple pensa. Une femme qui craint d'être exposée dissimulera sa crainte sous la grâce. Mais la grâce peut trembler si l'on y regarde de plus près. Ce soir-là, seule avec son carnet, Miss Marple écrivait « Grand livre, entrée en double, dépenses gonflées. » Holt a remarqué. Denby le remarqua. Tous deux restèrent silencieux. Madame Cresswell, nerveux sous le calme. Connexion, Major Bellingham. Querelle mais fanfaronnade, pas poison. Fausse quête, insouciant ou complice. Greta, on ne sait plus qu'elle ne le pense. Et puis, dans une nouvelle ligne, le motif n'est-il pas uniquement l'avidité, l'orgueil, la réputation, préserver sa maison et son nom de la ruine? Elle resta immobile, le regard pensif. Un meurtre, elle le savait, était rarement une question de chiffres. Ce qui comptait, c'était ce que ces chiffres menaçaient de révéler. Chapitre 13. L'erreur fatale. L'air automnal était devenu vif lorsque Miss Marple se rendit à nouveau à l'hôpital de Marleycombe. Elle avait appris que Clive Denby avait repris connaissance, bien que toujours faible et sous haute surveillance. L'inspecteur Graves, qui l'attendait à l'entrée, la salua d'un hochement de tête solennel. « Il peut parler, » dit Graves. « Pas beaucoup et pas longtemps. Mais il a demandé à vous voir, Miss Marple. J'ai pensé que c'était sage. » Miss Marple inclina la tête. « Très attentionné, inspecteur. Les mourants parlent souvent plus clairement que les vivants. » À l'intérieur, Denby était pâle sur son lit, le souffle court, les mains tremblantes sur les draps blancs. Pourtant, son regard était clair, et lorsqu'il se posa sur Miss Marple, une lueur de soulagement adoucit son regard hanté. « Tu dois le savoir, » murmura-t-il. « Ce n'était pas moi. Holt, il a trouvé des choses, dans les livres. Il me l'a dit. J'ai essayé de l'arrêter, pour
Pour elle. Pour qui, monsieur Denby? Demanda doucement Miss Marple en se penchant vers elle. Les lèvres de Denby remuèrent. Un faible son s'échappa. Rose Hill, le manoir. Sa voix s'éteignit, et l'infirmière intervint, les pressant de partir. À l'extérieur de la salle, l'inspecteur Graves avait l'air grave. Pour elle, répéta-t-il. Madame Cresswell. Le regard de Miss Marple était pensif. Peut-être. Ou peut-être pour le manoir lui-même. Une maison peut devenir une maîtresse aussi précieuse qu'une femme, et les hommes feront tout pour la préserver. Ce soir-là, le village se rassembla une fois de plus, cette fois à la salle paroissiale pour la répétition de la chorale. Miss Marple, bien que non chanteuse, était présente, apparemment pour aider à la distribution des rafraîchissements, mais en réalité pour observer. Elle avait décidé que le moment était venu de jouer le second rôle. Une fois l'entraînement terminé et les villageois attardés autour d'une tasse de thé, Miss Marple remarqua nonchalamment « Heureusement que M. Denby se rétablisse. Il parle déjà un peu, et bientôt, sans aucun doute, il pourra tout dire. » L'effet fut spectaculaire. Le major Bellingham murmura un juron et se dirigea vers la sacristie. La moustache de Foskett tressauta si violemment que le thé gicla sur sa soucoupe. Mais ce fut la main de Madame Cresswell qui trembla, laissant une tache sombre sur la dentelle de son gant. « Oh !» dit-elle rapidement. « Quelle maladresse de ma part. Il faut que j'en aille chercher une autre paire. » Sur ce, elle s'excusa, son sang-froid se brisant juste assez pour que Miss Marple le voie. Greta Hall, quant à elle, semblait bouleversée, comme si ses pires craintes s'étaient confirmées. Plus tard, rentrant chez elle sous la lumière des étoiles, Miss Marple reconstitua mentalement le tableau. Holt avait découvert des irrégularités. Denby lui aussi avait vu. Greta avait été témoin d'une dispute. Mais les disputes sont bruyantes et évidentes, tandis que le poison est silencieux. Bellingham fanfaronna, Foskett trébucha, Greta trembla. Pourtant, Madame Cresswell, la gracieuse hôtesse, la dame du manoir, montra la fêlure qui comptait. Ce n'était pas la cupidité qui l'avait poussée, Miss Marple en était sûre. C'était le désespoir, protéger sa maison, son nom, peut-être même sa fierté. Mais le désespoir, aussi gracieux soit-il, peut tuer aussi vite que la colère. Le lendemain, l'erreur fatale se produisit. Une servante du manoir de Rose Hill, époussetant la bibliothèque, trouva une petite fiole cachée derrière les livres, sur l'étagère inférieure. À l'intérieur se trouvait un léger résidu d'une substance amère, de la digitale, confirma le docteur Pope. L'inspecteur l'apporta aussitôt à Miss Marple. « Du poison au manoir, » dit-il d'un ton sombre, « caché là où seul un membre de la maisonnée pourrait le placer. C'est accablant. » Miss Marple examina calmement la fiole. Pas accablant, inspecteur, révélateur. Quelqu'un devient négligent. La culpabilité est lourde à porter. Elle perturbe les mains et affaiblit le jugement. Notre tueur commence à trébucher. Graves la regarda attentivement. « Et tu crois savoir qui c'est ?» Miss Marple croisa les mains. « Je le sais, inspecteur. Mais une vérité dite trop tôt risque d'être mise en doute. Mieux vaut laisser les coupables se révéler. Il faut tirer un fil de plus. » Cette nuit-là, dans son manuscrit soigné, Miss Marple ajouta à son carnet les mots de Denby. Pour elle. Le manoir. Madame Cresswell. Gants tachés. Sang-froid défaillant. Fiole de poison. Trouvée dans la bibliothèque du manoir. Motif. Pas seulement l'argent, mais l'orgueil et la ruine évitée. Elle referma le livre d'un claquement de doigts décisif. La toile était presque complète. Bientôt, pensa-t-elle, elle attirerait le tueur au centre et le laisserait s'empêtrer dans ses propres mensonges. Chapitre 14. Le thé final. Miss Marple avait découvert depuis longtemps que les meurtriers, tels les papillons de nuit, sont attirés par la lumière. Ils ne peuvent résister à l'envie de rôder près de l'endroit où les conversations fusent, où les spéculations fusent, où ils peuvent surprendre ou orienter l'histoire en leur faveur.
Elle inventa donc ce qui semblait être l'occasion la plus ordinaire d'un village. Un petit goûter dans son cottage. Rien ne pouvait paraître moins menaçant que des napperons en dentelle, des petits pains de Bath et un plat de gâteau aux graines. Ces invitations furent lancées avec la plus douce bienveillance du voisinage. Madame Cresswell arriva, digne dans son costume sombre. Le major Bellingham arriva bruyamment, se déclarant déterminé à maintenir le moral. Monsieur Foskett le suivit, la moustache hérissée, et Greta Hall, pâle mais obéissante, accompagna sa mère. L'inspecteur Graves était lui aussi présent, apparemment pour déguster le gâteau aux graines, mais en réalité pour observer. Le petit salon était illuminé par le soleil de l'après-midi. Miss Marple versait le thé d'une main ferme, le regard doux et innocent comme toujours. Pourtant, intérieurement, son esprit résonnait comme le mouvement précis d'une horloge. La conversation commença sur un ton léger, avec des remarques sur le temps et les chrysanthèmes en fleurs. Mais Miss Marple, avec sa douceur, la détourna légèrement. « C'est une chance, n'est-ce pas, dit-elle, que M. Denby puisse se rétablir complètement. Les médecins disent que sa mémoire est parfaitement intacte. » La remarque fut lâchée avec l'air d'une hôtesse commentant la confiture. Pourtant, son effet fut violent. Greta sursauta visiblement, sa tasse cliquetant contre sa soucoupe. Foskett toussa violemment, projetant des miettes. Le major Bellingham marmonna dans sa moustache. Mais ce fut Madame Cresswell qui se figea. Un instant seulement, mais suffisamment longtemps pour que l'œil perçant de Miss Marple le voie. Sa main gantée trembla tandis qu'elle reposait sa tasse sur la table. Miss Marple continua comme si elle n'avait rien remarqué. Oui, et il se souvient très bien de qui était présent à la bibliothèque ce jour-là, avant qu'il ne boive le cognac. Un silence s'installa. Greta respirait rapidement et superficiellement. Bellingham fulmina. « Denby est un imbécile. Il n'aurait jamais dû se mêler de ses comptes. S'il a parlé à Holt, s'il s'est disputé, c'est son affaire. » « Mais les disputes, dit doucement Miss Marple, sont bruyantes. Et le meurtre plus souvent est silencieux. Le verre de cognac était silencieux, n'est-ce pas, Madame Cresswell ?» La pièce sembla rétrécir à ces mots. Madame Cresswell leva le menton, le regard froid. « Mademoiselle Marple, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Oh, mais je crois que oui, chère dame, » répondit doucement Miss Marple. « Ce n'est pas le major Bellingham qui s'abaisserait à empoisonner. Sa colère est bien trop ouverte pour cela. Ni M. Foskett, dont les erreurs comptables étaient plus maladroites que criminelles. C'est vous qui aviez le plus à perdre. Holt a découvert les irrégularités, de faibles sommes, peut-être, mais suffisantes pour déshonorer le manoir de Rose Hill et sa maîtresse. Denby aussi était au courant, et bien qu'il ait cherché à vous protéger, sa conscience s'est affaiblie. Vous avez réduit l'un au silence et tenté de faire taire l'autre. » Greta inspira brusquement. Bellingham lança un juron étranglé. La moustache de Foskett tressaillit, impuissante. Graves se pencha en avant, observant. Le visage de Madame Cresswell était très pâle, mais sa voix restait posée. « Vous ne m'accusez que de suppositions. »« Ce n'est pas une conjecture, » dit Miss Marple d'une voix toujours douce. Un chien qui aboyait après les ombres, un collier rigide de travers, une fiole cachée dans la bibliothèque, un gant taché de thé tremblant, et surtout un orgueil qui ne supportait pas la disgrâce. L'orgueil est un maître cruel, Madame Cresswell, plus cruel que la cupidité. Pour la première fois, le sang-froid de Madame Cresswell vacilla. Elle pressa un mouchoir contre ses lèvres. Greta poussa un cri. « Oh, Madame Cresswell, dites-leur que ce n'est pas vrai. » Mais le silence parlait plus fort que le déni. L'inspecteur Graves se leva, l'air sombre. « Je pense, Madame Cresswell, que nous devons nous parler en privé au poste. » Elle se leva à son tour, grande et fière, même si ses mains tremblaient. « Si j'ai fait ce que vous dites, » dit-elle froidement, « je l'ai fait pour le manoir. Rose Hill existe depuis 3 siècles. Je ne voudrais pas qu'il soit humilié. » Miss Marple l'observait avec une pitié silencieuse. Elle avait déjà vu cela. Un crime n'est non de la malveillance, mais du désespoir, de la peur que l'orgueil et la réputation ne s'effondrent comme du plâtre. Et toujours,
À la fin, la vérité filtrait à travers les fissures. Ce soir-là, seule à nouveau, Miss Marple écrivit son dernier mot. L'orgueil, pas l'argent. La maison, pas moi. Mais le meurtre quand même. Elle plia son carnet, le mit de côté et reprit son tricot. Le filet s'était refermé. L'ombre avait été nommée. Chapitre 15. La vérité en pleine vue. Le lendemain soir, la salle paroissiale était à nouveau pleine, mais pas pour une fête ou une répétition de cantiques. L'inspecteur Graves avait convoqué les principaux protagonistes de l'affaire, car il valait mieux, disait-il, que les choses soient claires et nettes devant le village si troublé. Miss Marple, assise, tranquillement à l'écart avec son tricot, ressemblait à s'y méprendre à une gentille vieille dame arrachée de son foyer contre son gré. Pourtant, c'est vers elle que Graves se tourna en premier. « Mademoiselle Marple, dit-il respectueusement, vous avez suivi ces événements avec une lucidité plus grande que la plupart. Si vous pouviez avoir l'amabilité d'expliquer vos conclusions. » Un murmure s'éleva parmi les villageois rassemblés. Madame Larkin murmura à Madame Briggs, qui pinça les lèvres de satisfaction. Le major Bellingham s'agita, mal à l'aise. Monsieur Foskett s'agita avec sa moustache. Greta Hall était pâle comme du papier. Madame Cresswell, quant à elle, était assise très droite, les mains jointes, l'air fier et provocateur. Miss Marple posa son tricot sur ses genoux. « C'est très simple, en réalité, » dit-elle avec l'air modeste de quelqu'un expliquant une recette. Monsieur Holt, homme ordonné et à l'esprit rigoureux, détestait les irrégularités. Il les remarqua d'abord dans les comptes de la fête, de petites sommes qui ne concordaient pas, puis dans les livres